merci. Merci de l'accueil. Mais en fait, depuis plus de 10 ans, comme vous dites, je travaille sur la région des Grands Lacs et ma première démarche était d'enquêter sur l'attentat du 6 avril, les événements qui sont produits au Rwanda. Et j'étais un peu surpris de la tournure que le traitement de l'information avait pris sur les événements du Rwanda, où tout le monde parlait du génocide, personne ne voulait parler de l'attentat du 6 avril. Mais ce qui a été beaucoup plus grave et qui m'a amené à travailler sur le Congo, c'est le fait que lorsque, dès 1994-95, les réfugiés rwandais se déversent massivement à l'est du Congo, un argument central sera constamment utilisé par les nouvelles autorités rwandaises, donc représentées par Paul Kagame, qui est devenu président de la République au Rwanda après l'assassinat du président Habyarimana. En tout cas, il était longtemps ministre de la Défense, vice-président, et par la suite, il est devenu président de la République. Mais c'est lui qui était en fait le centre du pouvoir de la rébellion rwandaise. Et c'est lui qui sera le principal artisan de la déstabilisation du Congo. Et quel est l'argument qu'il va utiliser pour ne pas attirer l'attention sur le rôle et l'action qui sera la sienne? Ce sera de dire constamment qu'il y a des génocidaires Hutus à l'est du Congo qui menacent la stabilité du Rwanda. Cet argument a été utilisé pendant de très nombreuses années, jusqu'à présent d'ailleurs, jusqu'à très récemment encore. Et moi, j'ai voulu comprendre pourquoi l'Union européenne, quel est le rôle de l'Union européenne dans cette région des Grands Lacs, surtout que après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en 2001, l'Union européenne s'est investie massivement, financièrement, politiquement, diplomatiquement dans la région. Donc, l'Europe avait décidé de financer la formation d'une armée nationale au Congo, de financer la police nationale congolaise, ou en tout cas la restructuration de la police nationale congolaise, qui était d'ailleurs conforme aux accords de Sun City qui avaient été signés des années plus tôt. Et donc, j'ai voulu comprendre comment, en l'espace de 10 ans à peu près, comment l'Union européenne, c'est-à-dire depuis 2002, l'engagement de l'Union européenne de façon pratique au Congo date à peu près de 2002. Donc, comment entre 2002 et 2012, l'Union européenne a agi, quelles étaient les méthodes qui étaient utilisées, d'ailleurs très souvent sur la base de ses propres fondements politiques, notamment le soutien aux droits de l'homme, le soutien à la démocratie, le soutien à la liberté de presse, etc. Et le soutien, ce qui était d'abord au début des années après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, le soutien au processus de transition. Et pendant cette période, donc, j'ai pu obtenir des documents confidentiels et documents internes du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne. Donc, ce que je dis dans ce livre n'est pas le fruit de mon imagination ou de mes réflexions personnelles. C'est d'abord et avant tout une mise à disposition du public des informations qui jusque-là sont restées confinées dans les tiroirs ou les murs de l'Union européenne. Mais je pensais que, puisque le débat sur le Congo est quasiment difficile, c'est-à-dire que la plupart des médias ont décidé de s'auto-censurer sur la RDC, la plupart des médias sont prompts à parler de la RDC que pour parler des génocidaires qui seraient ou qui furent à l'est du Congo, d'autres plus volubiles quand il faut parler des FDLR, c'est-à-dire ce qu'on pourrait considérer comme les frères jumeaux des génocidaires Hutus. Alors, dès lors où on parlait des Hutus, eh bien, toute la presse internationale est mobilisée. Mais dès lors où il faut parler des agents de déstabilisation de l'Est du Congo, eh bien, il n'y a quasiment plus personne. Dès lors où il faut parler des massacres des populations congolaises à l'Est ou des viols des femmes congolaises à l'Est, il n'y a quasiment plus personne. Donc, j'ai voulu, effectivement, déceler qu'est-ce qui se passait au sein de l'Union européenne dans les réunions à huis clos,
dans les rapports de mission. J'ai eu notamment les rapports de mission de M. Ado Ayello pendant à peu près 10 ans, les rapports de mission de M. Xavier Solana et les rapports de mission de M. Ayello, qui était le représentant spécial de l'Union européenne, et Solana, qui était le chef de la diplomatie européenne. Et tous ces gens, et j'ai également pu obtenir quelques confidences de diplomates européens qui ont essayé de confirmer un certain nombre d'informations que j'avais déjà à ma disposition. Donc, au terme de cette enquête, je me rends compte que, il y a eu au moins 2 choses qui ont été faites par l'Union européenne. La première, c'était un engagement très fort, très politique, très diplomatique, mais également un engagement financier très important. Plusieurs millions d'euros ont été dépensés dans le processus électoral au Congo entre, je dirais, 2002 et 2006, c'est-à-dire que pendant toute la période qui précède les élections présidentielles en République démocratique du Congo, l'Union européenne a dépensé beaucoup d'argent. Et quand je dis beaucoup d'argent, c'est sur le plan de la sécurité, parce que l'Union européenne a financé la police, la construction de la police congolaise, ou ce qu'ils ont appelé eux-mêmes la restructuration de la police congolaise, bien que cela n'était pas explicitement mentionné dans les accords de Sun City. Et l'objectif du financement de la police était que l'Union européenne tenait absolument à ce qu'il n'y ait pas d'émeute à Kinshasa pendant les élections, ou en tout cas lors de la proclamation des résultats des élections. C'est-à-dire qu'ils, dans leur démarche, je crois qu'ils étaient à peu près convaincus que si le processus électoral se déroulait de façon peu conforme à ce qui est convenu et ce qu'attendent les Congolais, beaucoup de Congolais seront probablement mécontents et vont le manifester. Donc le but de la constitution de la police congolaise n'était pas nécessairement d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national, mais c'était surtout d'éviter qu'il y ait des débordements dans les rues de Kinshasa. C'est inscrit dans les documents de l'Union européenne que j'ai pu obtenir. Et donc, je me suis rendu compte que en essayant de faire ce travail-là, et dans ce programme de formation d'ailleurs de la police congolaise, la France a participé, la Belgique a participé, et puis l'Union européenne, de manière plus générale, l'appareil institutionnel a participé en envoyant également des experts et en suivant la formation. Donc, ils ont associé à ce programme de formation l'Afrique du Sud, qui également a participé à la formation des policiers congolais sur tout ce qui touche à la sécurité des aéroports, la lutte antiterroriste, etc. Et il y avait une forme de compétition entre la formation qui était dispensée par les Sud-Africains et la formation qui était dispensée par les Français et les Belges. Donc au final, on se rend compte que, d'après ce que disent les rapports de l'Union européenne, la qualité, le résultat final de cette formation des policiers n'a pas permis que la sécurité soit assurée jusqu'à ce jour à Kinshasa, puisque au même moment où cette formation était dispensée, les assassinats des militants des droits de l'homme et des journalistes ne s'arrêtaient pas. Même des Européens étaient en situation d'être dépouillés dans les marchés de Kinshasa. Et tout cela ne semblait pas choquer outre mesure l'Union européenne. Le but, et j'insiste là-dessus, c'était vraiment le processus électoral, c'était les élections. Donc, il y a eu également la formation de l'armée, également qui a été un des nœuds de discussion importants lors des accords de Sun City. Et le but, c'est que tout le monde avait constaté que depuis quasiment l'arrivée de Laurent Désiré Kabila au pouvoir en 1997, le Rwanda occupait en quelque sorte, d'une manière beaucoup plus feutrée, les rouages de la sécurité du pays. Les services de renseignement étaient à des endroits stratégiques contrôlés
par les militaires rwandais. James Kabarebe, qui est devenu le chef de l'état-major, qui est actuel ministre de la Défense du Rwanda, est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise. C'est du jamais vu, mais ça s'est produit. Et un peu plus tard, lorsque l'Union européenne décide donc de restructurer cette armée, de financer la restructuration de cette armée, qu'est-ce qu'on voit? On voit encore, une fois de plus, des gens qui ont participé à l'invasion du Congo en 1997, qui ont participé à l'attaque du Congo en 1998, se retrouver dissous ou dilués dans l'armée, nouvelle armée nationale. On retrouve des parfaits criminels de guerre comme Bosco Ntaganda ou Nkunda Batouare. On les retrouve, sur lesquels il y a des mandats d'arrêt internationaux, donc ce que j'ai dit est tout à fait vérifiable par tout le monde. Eh bien, ces gens sont introduits dans une armée nationale. Et les rapports de l'Union européenne s'inquiètent d'ailleurs du mode de recrutement, parce qu'on avait demandé que ce soit les Sud-Africains qui fassent la sélection et le repérage des soldats qui devaient être intégrés dans l'armée congolaise. Par la suite, un certain nombre d'experts occidentaux étaient là également pour assurer la formation. Donc, on a recruté des miliciens, on a recruté de tous les groupes des principales milices, que ce soit la milice qui était dirigée par les différents vice-présidents. Ce qui était beaucoup plus grave dans ce recrutement, c'est le fait que des gens qui n'étaient pas naturellement des Congolais ont été recrutés là-dedans. Alors, il y a un argument qui était un argument de taille, c'était l'argument ethnique. Et cet argument ethnique ne touchait pas d'ailleurs toutes les ethnies congolaises, mais mettait l'accent uniquement sur les Tutsis de l'Est du Congo. Et ce sont ces gens comme Laurent Nkunda qui menaçait lorsqu'il a organisé sa dissidence contre l'armée nationale congolaise. Tout le monde s'attendait à ce que lorsqu'un militaire décide de faire défection ou d'entrer en dissidence, il va évoquer des raisons d'ordre professionnel, c'est-à-dire délabrement de l'armée, manque de matériel, insuffisance du soutien de l'État aux forces armées nationales. Eh bien, ce ne sont pas ces arguments que M. Nkunda Batouare avait avancés. Il a avancé des arguments qui étaient de nature politique, c'est-à-dire que les gens de l'Est du Congo, les Tutsis de l'Est du Congo étaient abandonnés par tous les pouvoirs politiques successifs qui sont relayés à Kinshasa, ce qui est d'ailleurs un argument complètement fallacieux parce que cet argument est balayé par un certain nombre de documents. Il y a même eu, je crois, en 91, un document, un rapport des parlementaires congolais qui analysait la situation de la minorité Tutsi. Quand on sait que le Congo a à peu près 220 ou 230 ethnies et que dans les 230 ethnies que comporte le Congo, il y a, disons, à peu près une centaine d'ethnies minoritaires qui n'apparaissent dans aucun dispositif important de l'État congolais et que ces gens n'ont même jamais manifesté un mécontentement quelconque sur la place publique et mieux que cela, ils n'ont jamais pris les armes pour revendiquer leurs droits. Donc, moi, j'étais surpris et très frappé de constater que l'ethnie qui semble être la plus lésée au Congo, c'est l'ethnie Tutsi, et que finalement, tous les efforts que devrait faire l'État congolais, c'est en direction des Tutsis de l'Est. Eh bien, ce sentiment pour beaucoup de Congolais est assez frustrant, et je savais que tout Congolais qui ose faire remarquer, même diplomatiquement, même avec d'ailleurs beaucoup de courtoisie et de politesse, qu'il n'y a pas que l'ethnie Tutsi au Congo qui serait victime de discrimination, encore faut-il prouver qu'ils sont réellement victimes de discrimination, que ces gens méritent d'avoir quand même un peu plus de droits que d'autres ethnies. Et j'ai pensé que cette façon de procéder et cette façon de poser les problèmes était de nature à créer des tensions ethniques dans tout le Congo parce que ça va frustrer nécessairement toutes les autres minorités qui vont se dire dès lors où une minorité pour s'exprimer ou pour revendiquer dans ce pays doit prendre les armes contre l'État, eh bien toutes les minorités sont
en mesure de prendre des armes pour procéder à leurs revendications. Donc je considérais que c'était pas la meilleure manière de faire, mais surtout ce qui est devenu frappant, c'est que lorsque j'avais publié mon livre en 2002 où je disais que la guerre que Kagame menait au Congo était véritablement une guerre minière, que c'était pour les mines que le Rwanda envahissait le Congo, je crois qu'à l'époque, beaucoup de Congolais, d'hommes politiques, n'avaient pas pris complètement la mesure de ce qui allait se passer plus tard. On se rend compte que 10 ans après, une succession des rapports des Nations Unies ont apporté régulièrement la preuve et la démonstration que l'invasion ou les attaques de l'Est du Congo sont non seulement financées par le Rwanda, c'est-à-dire que la rébellion, que ce soit du CNDP, qui était le mouvement de Laurent Nkunda, qui avait décidé de faire dissidence contre l'armée nationale congolaise, avait des motivations politiques, puisque par la suite le CNDP est devenu un parti politique, que ses membres ont été transférés, intégrés dans l'armée nationale congolaise, sans souci de vérification de l'authenticité de leur nationalité et surtout sans véritablement chercher à savoir s'ils étaient des mercenaires qui étaient intégrés dans l'armée congolaise. Mais on a vu également que les gens du mouvement M23, déjà il y avait beaucoup de Rwandais, des Tutsis rwandais qui avaient appartenu au RCD Goma, qui eux aussi avaient été intégrés dans l'armée nationale congolaise. Donc ça faisait une succession de mouvements rebelles qui, une fois qu'ils étaient démasqués ou une fois qu'on mettait en cause leur rôle de pillage, de viol et de massacre à l'est du Congo, se transformaient en partis politiques et devenaient des éléments d'intégration dans l'armée nationale congolaise. En accumulant tous ces éléments, je me suis rendu compte qu'il y avait une véritable escroquerie pour les Congolais et que le Congolais qui osait le dire était tout de suite suspecté de racisme ou de volonté de génocide. C'est-à-dire que une fois que vous osez critiquer, que vous dites qu'il y a un comportement qui n'a pas l'air très démocratique ou qui n'a pas l'air de s'apparenter à un comportement républicain ou proche de la défense des intérêts de la nation congolaise, eh bien vous êtes tout de suite suspecté d'avoir des velléités génocidaires. On dirait que les Congolais sont à la base de ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Donc ce chantage permanent et régulier, à la fois à l'égard des hommes politiques congolais, moi j'ai remarqué par exemple qu'aucun homme politique congolais n'osait plus parler de l'étrange comportement de la minorité nationale Tutsi qui, je parle des rebelles, et j'insiste toujours quand je parle des rebelles Tutsis, c'est justement ceux qui, que ce soit M. Mutebouzi, M. Bosco Ntaganda, M. Nkunda Batouare, tous régulièrement se sont d'abord revendiqués de leur ethnie et avant de se sentir congolais. Et d'ailleurs, à de nombreuses reprises, lorsque cette observation pouvait faire surface, eh bien, M. Paul Kagame disait constamment que ce n'est pas le problème du Rwanda, c'est un problème congolo-congolais. Or, comment expliquer que le problème des rébellions successives à l'est du Congo apparaît toujours comme des mains exécutives du Rwanda, puisque les Nations Unies démontrent que le Rwanda finance, forme, recrute au Rwanda pour faire rentrer ces gens au Congo. Mais plus on le dit, plus on le démontre, plus le Rwanda critique le leadership congolais. Donc j'ai aussi essayé de voir qu'est-ce qui justifiait le silence important des plus hautes autorités congolaises face à cela. Et je me rends compte que M. Joseph Kabila lui-même a été formé au Rwanda, que son identité congolaise fait l'objet d'un certain nombre de contestations sur la place publique dans les médias, et qu'il y a des déclarations contradictoires à son sujet sur l'identité véritable de sa mère. Certains pensent qu'il est Tutsi, que ses parents sont Tutsi, etc. Et puis surtout, sur son propre passeport, eh bien, on constate que la localité qui est mentionnée sur son passeport n'existe quasiment pas au Congo. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de faits troublants, il n'y a aucun chef d'État en Afrique qui
peut accepter qu'on se trompe sur l'identité de sa mère sans faire une mise au point le lendemain. Il n'y a personne qui peut accepter enfin un chef d'État africain qui est né à un endroit, dans un village dans son pays, et qui ne correspond, qui est mentionné dans son passeport, qui ne figure pas dans la géographie administrative de son pays, sans que ça fasse l'objet d'une mise au point ou d'une contestation officielle. Donc, j'ai remarqué donc qu'il y avait une accumulation de faits précis et concordants qui sont de nature à poser problème. Et donc, j'ai voulu essayer de comprendre le problème. Ce que je découvre dans mon enquête, c'est que effectivement, M. Joseph Kabila a été formé par l'armée rwandaise, qu'il a fait partie de l'AFDL, donc l'armée, le conglomérat militaro-politique qui était venu avec le Rwanda, l'Ouganda et ce qu'il y a d'embryon de Congolais avec Laurent Désiré Kabila pour renverser Mobutu en 1997. Et que finalement, lui-même, lorsque la situation a dégénéré avec le Rwanda, bon, il s'est rapproché de Laurent Désiré Kabila, mais lorsque Laurent Désiré Kabila a été assassiné, c'est lui qui succède à Laurent Désiré Kabila, dans des conditions non encore élucidées, puisque l'assassinat de Laurent Désiré Kabila a fait l'objet d'un procès qui est reconnu aujourd'hui comme une véritable mascarade, et que en plus de cela, le président Joseph Kabila, depuis à peu près 2002, dès les premières incursions, des premières attaques de la rébellion de M. Nkunda Batouaré et les autres, n'a jamais explicitement manifesté une certaine indignation à haute et intelligible voix par rapport à la menace de la souveraineté du Congo. Donc je ne comprenais pas pourquoi un chef d'État peut garder un tel silence sur des attaques à répétition d'une armée étrangère sur le territoire national, que les plaintes, donc le président Laurent Désiré Kabila à l'époque avait déposé une plainte devant la Cour de justice internationale contre l'invasion rwandaise, eh bien, cette enquête a été freinée par les autorités politiques congolaises. Je ne comprenais pas cette succession de comportements contraires à la défense des intérêts de la nation congolaise. Je ne comprenais pas pourquoi le président Joseph Kabila agissait ainsi. Et je découvre donc pendant cette enquête qu'au moment où pour parler tout simplement des interamoués, pour expliquer pourquoi la présence des Hutus a perduré à l'est du Congo alors qu'elle était critiquée par le Rwanda, elle était critiquée par l'Union européenne. L'Union européenne a même quasiment adopté dans les documents officiels le discours, épousé le discours du gouvernement rwandais. Je ne comprenais pas pourquoi. Parce que quand vous lisez les documents que j'ai pu obtenir sur les critiques, ou en tout cas les déclarations de l'Union européenne sur l'invasion de l'Est du Congo, on parlait des interamoués, constamment des interamoués. On parle des génocidaires. Exactement le discours qu'utilise Paul Kagame. Or, les gens qui sont à l'est du Congo ont été, dans un premier temps, des réfugiés rwandais, donc majoritairement ou essentiellement Hutus d'ailleurs, qui avaient fui les événements de 1994, qui se sont retrouvés là. Donc répertoriés pour certains et recensés par le HCR et d'autres organisations non gouvernementales. Mais par la suite, on se rend compte que ils vont être mélangés avec ce qui restait de l'armée nationale rwandaise, majoritairement Hutu. Donc on désigne, comme ça sous un nom générique, les enfants, les femmes, les vieillards et les soldats Hutus, on les appelle tous des génocidaires, des interamoués. Et donc l'Union européenne adopte le même vocabulaire. Cela me paraissait assez troublant. Mais ce qui est beaucoup plus troublant, c'est que ces gens, lorsque Laurent Désiré Kabila arrive en 97, une bonne partie de ces gens vont être massacrés par
les rebelles Tutsis envoyés par Kagame, parce que ça faisait partie du deal qu'il avait négocié avec Laurent Désiré Kabila pour l'accompagner à Kinshasa. Et une fois qu'ils arrivent à Kinshasa, James Kabarebe Tutsi lui-même, chef d'état-major de l'armée congolaise, fait exterminer un certain nombre de Hutus à l'est du pays. Mais plus important, lorsque le Rwanda, Laurent Désiré Kabila découvre que les Rwandais sont en train de vouloir s'emparer de tout le pays, du pouvoir, parce qu'ils ont placé leurs éléments à l'intérieur de l'appareil d'État, eh bien, il décide de se séparer donc de ses invités encombrants. Ils retournent tous au Rwanda. C'est-à-dire que les Tutsis, ce qu'on va appeler les Tutsis congolais, vont quitter leur pays pour retourner à Kigali, qui semble finalement être leur véritable pays. Donc, ils retournent à Kigali, mais ils ne retournent pas à Kigali pour aller se promener ou pour aller se reposer. Ils retournent à Kigali pour préparer la guerre d'invasion contre le Congo, qui est censé être leur pays d'origine ou leur pays d'adoption. Mais en 98, donc, lorsque le Congo est attaqué, vous retrouvez donc des gens comme Kunda Batouare et Bosco Ntaganda et d'autres qui vont participer à cette attaque. Vous allez retrouver en 2002, les mêmes gens vont revenir attaquer en 2004 le Congo, et entre-temps, Joseph Kabila, le président de la République du Congo, eh bien, a un comportement d'une très grande complaisance par rapport à ces invasions, par rapport à ces attaques répétitives. Mais, plus grave encore, lorsque ces rebelles Tutsis attaquent le Congo en 98, Laurent Désiré Kabila décide donc de se servir des Hutus, qui ont été, eux, chassés du Congo et qui ont véritablement des comptes à régler avec le nouveau pouvoir qui est essentiellement Tutsi à Kigali. Chassés du Rwanda. Chassés du Rwanda par les événements de 94. Donc ces gens qui sont des réfugiés errants sur toute la partie de l'Afrique centrale, au Gabon, au Congo, au Brazzaville, au Congo-Kinshasa, en Tanzanie, etc., ces gens, Laurent Désiré Kabila leur dit, écoutez, vos frères Tutsis sont en train d'attaquer mon pays. J'ai besoin de votre aide pour les repousser. Eh bien, les militaires Hutus et d'autres jeunes Hutus qui avaient une certaine expérience de la guérilla, décident donc de venir participer à l'ossature de l'armée congolaise pour bouter dehors les envahisseurs Tutsis donc de la rébellion. Et lorsque Kabila est assassiné, d'ailleurs à l'époque, au moment où ce deal-là est fait avec les Hutus, l'Angola prend la responsabilité de financer en partie le soutien militaire que ces Hutus vont apporter à Laurent Désiré Kabila. Mais lorsque Laurent Désiré Kabila, évidemment, la plupart de ces Hutus ont infligé des pertes sévères à la rébellion du RCD d'abord et toutes les autres rébellions qui viendront après. Donc, ce qui va permettre à Laurent Désiré Kabila de tenir entre 1998 jusqu'à 2001 quand il va être assassiné. Bon, certes, il y a eu les Zimbabwéens qui sont venus et les Angolais, d'autres qui ont participé, mais le rôle des Hutus dans la défense du territoire congolais a été capital pendant cette période, parce que c'est eux que Kabila avait sous la main et c'est eux qui pouvaient être utilisés, qui ont servi de chair à canon à l'armée congolaise. Mais lorsque Joseph Kabila arrive au pouvoir, les Hutus, qui étaient donc avec lui, ce qu'on va appeler les FDLR, demandent si il va continuer la coopération que Laurent Désiré Kabila avait initiée avec eux. Eh bien, il ne leur dit pas non, il ne leur dit pas oui. Mais ce qu'on constate, c'est que il commence à trahir ces gens qui sont venus défendre le territoire congolais envahi par les troupes rwandaises. Et comment il va trahir ? Il va se séparer de M. Renzao, donc, qui était un des officiers rwandais très respectés, qui a d'ailleurs participé à la formation de Joseph Kabila. Et surtout,
Et il y a un deal qui va être fait entre Joseph Kabila, Paul Kagame et l'Union européenne. Quel est le deal? C'est que Joseph Kabila est conscient que l'Union européenne, ou en tout cas la communauté internationale, ou une partie de celle-ci, va le soutenir pour devenir président de la République élu. Je dis élu entre guillemets, puisqu'on sait que ce qui s'est passé au Congo de 2006, comme récemment encore en 2011, ce n'était pas des élections. C'était des désignations, les modes de désignation relativement une désignation votée. On a utilisé le vote pour désigner en fait quelqu'un qui était déjà présélectionné. Voilà, merci. C'est le terme. Donc, en 2006, donc, quel est le deal? Le deal, c'est que M. Joseph Kabila, si vous vous taisez sur toutes les incursions rwandaises, eh bien, vous serez le président de la République. Mais pourquoi? Parce que immédiatement après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui est désigné président de la République du Congo. Mais les Occidentaux et les autres savent très bien que les Congolais n'acceptent pas cela. Ils veulent qu'il y ait une élection pour que de ces élections sorte le dirigeant qui aurait été choisi par les Congolais. Et Joseph Kabila, sachant que les élections de 2006 constituent l'unique occasion pour lui de devenir un président légitime, il décide donc d'accepter de ne pas réagir à toutes les attaques de l'armée rwandaise au Congo. C'est pas moi qui le dis. Il a des entretiens avec M. Adoyelo qui le lui demande. Il a des entretiens avec M. Solana qui le confirme. Il a plusieurs entretiens avec différentes autres hautes personnalités de l'Union européenne qui le confirment. Louis Michel également. Et puis, pendant toute cette période, pas une seule fois les Congolais n'ont entendu les contestations ou les vives protestations de Joseph Kabila sur l'invasion rwandaise. Mieux que cela, dans la presse internationale, on ne parlait pas d'invasion rwandaise, on parlait de présence des groupes armés à l'est du Congo. Bon, comme si ces groupes armés, personne ne savait d'où ils venaient, ils étaient non identifiables, etc. Donc, même dans la constitution du vocabulaire, dans les documents de l'Union européenne, cela a été frappant de constater que à chaque fois que l'Union européenne était prolixe sur les groupes armés à l'est du Congo, on parlait exclusivement des FDLR, jamais parler des troupes rwandaises. Et mieux que cela, lorsque je découvre par exemple que la MONUC, donc la force des Nations Unies, qui est chargée de surveiller ce qui se passe à l'est du Congo, rencontre les troupes rwandaises sur le terrain, eh bien quand ils font leur rapport, la première réaction du gouvernement rwandais est de menacer l'Union européenne en disant qu'ils ne doivent pas prendre en considération les déclarations de la MONUC parce qu'aucun des membres de la MONUC n'a trouvé sur le terrain les troupes les rebelles Tutsis ou les militaires rwandais venant de Kigali. Bon, finalement, dans ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a quand même, la MONUC a un certain nombre de documents étoffés. Le représentant de l'Union européenne à Kigali fait un rapport au Conseil de l'Europe en disant, finalement, nous avons rencontré des troupes rwandaises à l'est du Congo. Il donne le lieu où ils ont retrouvé ces gens, le type d'uniforme qu'ils portaient, le type d'armes qu'ils avaient, et ils se rendent compte que une fois ces Rwandais leur disent de quitter la zone dans laquelle se trouve la MONUC, ils constatent qu'il y a un autre groupe de militaires qui suivent également les agents de la MONUC et qui menacent
de tirer sur eux s'ils continuent à venir gêner les attaques qu'ils sont en train, eux, les Rwandais, de diriger contre les Interamwe, c'est-à-dire contre leurs compatriotes Hutus qui seraient dans la région. Résultat des courses. Joseph Kabila accepte de mettre hors d'état de nuire tous les FDLR, toutes les forces FDLR qui sont à l'est du Congo, parce que l'Union européenne donne un délai en disant jusqu'à telle date, si l'Union européenne continue, jusqu'à telle date, si vous conservez les FDLR à cet endroit, il est évident que ces forces vont être considérées comme des terroristes. Au même moment où cette négociation, où cette discussion a lieu, Joseph Kabila charge son conseiller spécial de suivre précisément les négociations avec les FDLR et l'Union européenne. Et qui est chargé de diriger ces opérations de négociation? C'est la communauté italienne Sant'Egidio. Et Sant'Egidio entre dans la danse, et c'est Sant'Egidio qui va amener progressivement les rebelles Hutus à quitter le territoire congolais. Et pourquoi on veut qu'ils quittent le territoire congolais? C'est pour laisser les mains libres à l'armée rwandaise de continuer à mener ses opérations de pillage et ses actions de déstabilisation. L'opération va être conclue. Évidemment, des dissensions vont survenir au sein des FDLR. La branche va se diviser en deux groupes. Il y a un groupe qui va faire l'objet d'attaques. Donc, vous avez entendu, il y a un de leurs représentants qui était à Paris, M. Kalix Mbarushimana, qui va être transféré à la Cour pénale internationale, qui sera acquitté de toutes les accusations qui sont portées contre lui. Mais dans les documents de l'Union européenne, le terme de génocidaire Hutu, des FDLR, va rester le principal cheval de bataille des accusations de l'occupation de l'Est. Jamais, jamais, au grand jamais, on va parler des troupes de Paul Kagame. Et donc, c'est au terme donc de cette enquête qui est quand même assez longue et où j'ai pu apporter de nombreux éléments différents qu'on constate que finalement, le silence de Joseph Kabila était simplement dicté par une chose. Vous vous taisez, vous devenez président de la République. Il s'est tu, il est devenu président de la République. Malgré les fraudes constatées en 2006, malgré le fait que l'Union européenne, dans les propres rapports de l'Union européenne, il y a des experts européens qui disent qu'il ne faut pas montrer qu'on soutient déjà un candidat et que ce candidat-là est soutenu principalement par l'Union européenne et par la communauté internationale. Et dans cette communauté internationale, ce qui va être très grave dans le soutien à Joseph Kabila, c'est surtout le fait que les États-Unis et la France vont soutenir la désignation en 2006 de Laurent Désiré Kabila. Et on ne peut pas comprendre la mascarade électorale qui s'est déroulée dernièrement au Congo si on ne comprend pas ce qui s'est passé en 2006. Parce que les Congolais ont été choqués ont été plus choqués par les dernières élections que par celles de 2006. Mais celle de 2006 fixe exactement le cadre dans lequel les choses vont se passer. Et c'est là que toute la bataille, que l'Union européenne met toutes ses forces dans la balance pour imposer un candidat. Et qui choisit le candidat? C'est la France et les États-Unis. Mais dans cette enquête, ce qui m'a le plus troublé, ce n'est pas que les États-Unis choisissent Joseph Kabila pour les élections de 2006. Ce qui m'a frappé, c'est le rôle de la France. La France a été attaquée, insultée, humiliée par Kagame, et je ne pouvais pas comprendre pourquoi quelqu'un qui est en contact permanent, qui discute régulièrement avec James Kabarebe, c'est-à-dire M. Joseph Kabila,
qui est en négociation permanente avec l'Union européenne pour faire exécuter le diktat de Kagame au Congo, je ne pouvais pas comprendre que la France accepte de soutenir ce monsieur. Alors j'ai essayé de réfléchir et d'analyser. Ce que j'ai compris, c'est qu'en 2004, le président Chirac a de gros problèmes avec... le président Chirac a de gros problèmes. Je suis très déstabilisé par tout ce qui se passe. Donc, le président Chirac est très déstabilisé et le président Chirac est très gêné par l'attitude des États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont décidé de mener la guerre en Irak. Et la France s'est opposée à l'intervention américaine en Irak. Et les Américains ont promis au président Chirac d'avoir sa peau. C'est-à-dire que il allait avoir de sérieux problèmes puisque lui refusait, il traitait des Américains. Tout le monde se souvient du discours de M. de Villepin aux Nations Unies qui critiquait l'attitude américaine, le fait de ne pas respecter les procédures diplomatiques et d'aller attaquer militairement l'Irak. Et donc le président Chirac savait déjà que les Américains n'avaient pas apprécié ses réticences à participer à la force de coalition qui était chargée de mener des opérations militaires contre Saddam Hussein. Donc, il a décidé, lui, de ne plus avoir d'affrontement avec George Bush. Et pour cette raison-là, il a accepté de soutenir le président, de soutenir la désignation ou la nomination de Joseph Kabila. Mais c'était une erreur politique grave. Pourquoi une erreur politique grave? Parce que non seulement le soutien de la France ne permettait pas à Jacques Chirac ou à la France de manière générale de retrouver une position de respectabilité dans la région des Grands Lacs, mais surtout cette position ne permettait pas à la France d'avoir pied complètement au Congo comme l'avaient déjà les États-Unis et les autres puissances, la Grande-Bretagne par exemple, c'est-à-dire ses propres alliés. Mais plus grave encore, c'est que cette attitude, malgré le fait que la France a soutenu l'allié de Paul Kagame, qui est Joseph Kabila, M. Paul Kagame n'a jamais modifié son attitude vis-à-vis de la France. Il a rompu ses relations diplomatiques avec la France, il a supprimé la langue française au Rwanda et il a décidé d'entrer au Commonwealth. Toutes ces actions sont des initiatives politiques et diplomatiques qui ont, à mon avis, porté lourdement atteinte à l'image de la France dans la région. Donc, pour moi, accepter de soutenir Joseph Kabila, la désignation de Joseph Kabila en 2006, sans contrepartie pour la France, je ne dis pas pour le président de la République française, c'est-à-dire M. Jacques Chirac, accepter de soutenir Joseph Kabila sans contrepartie a été pour moi une véritable humiliation pour la diplomatie française et surtout pour l'armée française qui a fait l'objet depuis 1994 des attaques répétitives contre les officiers français. Donc, à mon avis, je ne sais pas pour quelle raison le président Chirac a suivi la décision américaine. Mais toujours est-il que la France n'a pas tiré une véritable contrepartie de cette prise de position. Et donc, on aurait cru donc qu'en 2011, la situation allait changer. Eh bien non, elle n'a pas changé.